Certains animaux ne fuient pas la mort, ils la jouent, la crachent ou la déclenchent dans leur propre corps. Leur défense ressemble moins à des réflexes qu'à des cauchemars biologiques. Et parfois, le prédateur comprend trop tard que la proie avait déjà commencé à mourir. Performance d'un cadavre d'opossum de Virginie. Vous coincez un opossum de Virginie et d'un coup, la pièce donne l'impression qu'un animal y a rendu son dernier souffle. Il s'écroule, gueule ouverte, dents visibles, de la salive qui coule, le souffle ralentit jusqu'à devenir presque imperceptible. On appelle ça faire le mort, mais ce n'est pas un numéro qu'il contrôle, c'est un arrêt involontaire du corps, une immobilité tonique, et l'organisme s'y abandonne complètement. Puis l'odeur arrive. Un liquide nauséabond sort de ses glandes anales, chargé des mêmes relents de fin de décomposition que les prédateurs associent à la viande avariée, avec de la putrécine et de la cadavérine. Alors vous voilà face à un petit mammifère raide, gueule ouverte, qui paraît sans vie, se comporte comme s'il ne survivrait pas, et sent violemment la faim. Pas d'armure, pas de venin, pas de fuite héroïque, seulement l'avertissement d'un repas à éviter, qui peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Tour de capsule céphalique de chenilles squeletteuses des feuilles d'eucalyptus. Vous mordez dans une feuille d'eucalyptus et Uraba lugens l'a déjà changée en dentelle verte. Puis elle mue et c'est là que les tranches commencent à monter. La chenille garde la capsule rigide de la tête qu'elle vient d'abandonner, pose ce petit visage vide au-dessus du sien, bien vivant, puis recommence à la mue suivante. Très vite, on se retrouve devant un mince totem de vieilles têtes, empilé au-dessus de celles qui fonctionnent encore. Touchez la chenille avec une brindille, et la tour encaisse d'abord le choc. Une punaise prédatrice enfonce sa bouche en aiguille, mais les capsules sèches accrochent, vacillent et dévient l'attaque. Des guêpes parasitoïdes cherchent le point tendre avec leur ovipositeur. La larve se cabre et se dérobe. Un chapeau inquiétant, un chapeau utile. Des visages vides qui protègent celui du dessous. Armure de piquant barbelé du porc-épic d'Amérique du Nord. Pire encore que de porter les têtes de la veille, vous attrapez une boule de poils lente et hérissée, et votre propre morsure se referme sur vous comme un piège. Le porc-épic d'Amérique du Nord, Eretison dorsatum, porte une armure faite de poils modifiés, près de 30 000 piquants répartis sur le corps. Ils ne sont pas projetés, contrairement à ce que tant de dessins animés vous ont fait croire. Ils se détachent simplement au contact. Un coup de patte, une morsure trop curieuse, un museau avancé de trop près, et les piquants peuvent rester plantés dans les babines, les pattes ou la face. À l'extrémité, des barbes microscopiques tournées vers l'arrière fonctionnent comme de minuscules encres. Des recherches en biomécanique ont montré que ces piquants barbelés pénètrent les tissus avec moins de force que des piquants lisses, puis résistent quand on tente de les retirer. Pas de vitesse, pas de venin, seulement une armure passive qui oblige l'assaillant à faire le travail lui-même. Et ensuite, la défense prend son envol. Spray anal, turelet de moufette rayée. Et si mordre une armure vous laissez un regret, que se passe-t-il quand l'animal se retourne et retourne l'air lui-même contre vous? En Amérique du Nord, la moufette rayée, Mephitis mephitis, porte 2 glandes odorantes anales, remplies d'un liquide huileux riche en soufre, surtout en thiol, comme le 3-méthyl-1-butanéthiol. En général, elle prévient d'abord. Elle tape du pied, cambre le dos et dresse la queue comme un signal de danger biologique. Si l'on insiste, elle peut projeter vers l'arrière un jet précis à environ 3 mètres, soit 10 pieds, avec une portée maximale souvent estimée à près de 6 mètres, soit 20 pieds. L'effet est immédiat. Les yeux brûlent, la vue peut disparaître temporairement, la nausée monte jusqu'au lavabo et l'odeur reste accrochée pendant des jours. Mais il y a une limite. La réserve ne permet qu'environ 5 à 6 tirs avant plusieurs jours de recharge. Ce n'est donc pas une question d'attitude, c'est une munition. Et si une puanteur dans l'air vous semble déjà injuste, attendez de voir la défense devenir un mur gluant qui se répand. Slime obstruant les branchies de la myxine du Pacifique. Vous mordez une myxine du Pacifique et l'océan vous saute aussitôt au visage. Sa gueule s'ouvre sous l'eau. Et tout autour, des rangées de pores libèrent du mucus avec des filaments de protéines enroulés si serrés qu'ils n'attendaient que ça. Ces fils ne font que quelques micromètres d'épaisseur, mais ils se déploient sur plusieurs centimètres, jusqu'à transformer une minuscule giclée en plusieurs litres de gel froid et étouffant. Pour vos branchies, c'est comme avaler du papier peint mouillé. Des requins et des poissons osseux ont été filmés en train de mordre une myxine, de recracher cette masse visqueuse, de tousser, puis de battre en retraite comme s'ils venaient de goûter quelque chose de maudit.
Le 13 juillet 2017, l'Oregon a eu droit à la démonstration grandeur nature, quand un camion transportant environ 3400 kg de myxine vivante s'est renversé sur la route 101, près de Depot Bay, recouvrant la chaussée, les équipes de nettoyage et une Prius particulièrement malchanceuse d'une épaisse bave blanche. La myxine, elle, noue son propre corps, se racle pour se débarrasser du mucus, puis s'en va. La suivante passe directement à la chimie bouillante. Pistolet chimique bouillant du bombardier. La vapeur brûlante et piquante arrive en premier. Vous venez d'énerver un coléoptère qui porte une chaudière au bout du ventre. Chez les coléoptères bombardiers, surtout les espèces Brachinus et Pheropsophus, l'arrière de l'abdomen garde des hydroquinones et du peroxyde d'hydrogène dans des réservoirs séparés. Une autre chambre contient des catalases et des peroxydases, prêtes à réveiller le mélange au moindre signal. Si vous le saisissez, les produits se rejoignent d'un coup et l'insecte projette depuis l'extrémité de son abdomen une benzoquinone irritante à environ 100 degrés Celsius, soit près de 212 degrés Fahrenheit. En 2015, une étude publiée dans Science a filmé ce mécanisme grâce à l'imagerie aux rayons X à très haute vitesse. Le jet part par pulsation pendant que la chambre s'ouvre et se referme comme le piston miniature d'un moteur chimique. Puis la buse pivote, parfois jusque par-dessus son dos, vers des fourmis, des araignées, des grenouilles, des oiseaux, ou vers votre main. Dans la suite, l'arme remonte vers le visage. Jet de sang oculaire du lézard à cornes du Texas. Vous êtes un renard, un coyote ou le chien de la maison et vous venez de choisir le pire casse-croûte possible. Vous vous approchez trop d'un petit lézard trapu du désert et il vous projette du sang depuis le coin des yeux. C'est le crapaud cornu du Texas, Phrynosoma cornutum. Et oui, ce canon facial existe vraiment. Avant d'en arriver là, il peut se figer, s'écraser contre le sol, se gonfler, puis présenter ses cornes comme un avertissement. Mais si la pression continue, tout bascule. Il bloque alors l'afflux sanguin au niveau de la tête. La pression monte dans les sinus, autour des yeux, jusqu'à faire rompre de minuscules vaisseaux près des paupières. D'un coup, de fins jets rouges jaillissent, parfois jusqu'à environ 1,50 m. Les canidés reculent aussitôt, dents découvertes, dégoûtés par le goût. L'explication la plus admise tient à son alimentation. Ce lézard avale des fourmis moissonneuses rouges chargées de substances défensives, puis transforme cette chimie en sang lacrymal dissuasif. Vous vouliez un déjeuner ? Vous avez reçu un cauchemar liquide au goût de fourmis. Éviscération des tubules de Cuvier chez le concombre de mer. À la seconde où le sang projeté par les yeux cesse de paraître extrême, le concombre de mer ouvre son arrière-train et tire. Holoturia forscali, Boatia argus et d'autres holoturies peuvent expulser leurs tubes de Cuvier par l'anus ou le cloaque en Méditerranée, sur les récifs de l'Indo-Pacifique et bien au-delà. Ce sont des filaments internes blancs, semblables à des spaghettis, qui s'étirent dans l'eau de mer, deviennent collants et agrippent tout ce qui s'est trop approché. On le mord, on le griffe, on le saisit avec un gant de plongeur, et l'instant d'après, on se retrouve couvert de rubans blancs, vivants, poisseux, sortis du mauvais côté de l'animal. Certaines espèces y ajoutent de l'holoturine, une toxine de type saponine qui peut abîmer les branchies des poissons et les globules rouges. Et le concombre de mer, lui, traverse ce chaos. Il reconstruit les organes perdus en environ 2 à 6 semaines. Ensuite, la défense devient dure, tranchante et faite d'os. Griffes osseuses autocassantes de la grenouille velue. L'arme n'est pas à l'extérieur du corps. L'arme, c'est le corps lui-même. Vous prenez dans la main Trichobatrachus robustus, la grenouille velue d'Afrique centrale, surtout présente au Cameroun, avec des observations en Guinée équatoriale, au Nigeria et dans la région de la République démocratique du Congo. Son surnom, c'est la grenouille d'horreur. Et ce nom paraît presque trop timide. Chez les mâles en période de reproduction, de fins filaments de peau, semblables à des poils, apparaissent sur les flancs et les cuisses. Puis, au moindre danger, les doigts des pattes basculent dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Des muscles tirent vers l'avant les os terminaux, affûtés, jusqu'à leur faire traverser la peau vivante. Pas de kératine, pas de petites griffes proprement formées. Seulement une phalange distale exposée, de l'os nu transformé en griffe temporaire. Une étude de Biology Letters publiée en 2008, intitulée « Armes dissimulées, griffes érectiles chez les grenouilles africaines », en a décrit le mécanisme. Vous saisissez cette grenouille et son squelette vous répond. Ensuite vient la brûlure de sa guerre chimique. Épine costale venimeuse du triton ibérique côtelé. Attrapez le triton ibérique à côte saillante et c'est son squelette qui répond en premier. Ce petit amphibien de la péninsule ibérique et du Maroc porte, le long de ses flancs, des taches orangées en relief, chacune placée juste au-dessus de la pointe acérée d'une côte.
menacez-le, et l'animal bascule ses côtes vers l'avant, jusqu'à leur faire traverser la paroi du corps et la peau. Oui, ces côtes sortent vraiment. Des sécrétions toxiques de la peau viennent alors enduire ces pointes exposées, transformant ses flancs en rangées d'aiguilles empoisonnées. En 2010, Egon Heiss et ses collègues ont décrit ce mécanisme dans le Journal of Zoology, et l'imagerie a montré que ces mêmes zones peuvent être percées encore et encore sans issue fatale. La peau se referme. L'avertissement, lui, reste. Mordez-le, et ses côtes mordent en retour. Le choc défensif de 860 volts de l'anguille électrique de Volta. Vous êtes au ras de l'eau, et le poisson surgit le menton en avant. Kenneth Catania l'a filmé avec de faux prédateurs en laboratoire. Une anguille électrique qui sort de l'eau, plaque sa tête contre la cible et fait passer encore plus de courant dans ce qu'elle touche. Ce n'est pas une morsure, c'est un câble de démarrage trempé, avec un visage. Voici l'anguille électrique de Volta, Electrophorus voltae, un poisson couteau brésilien décrit en 2019. Donc non, ce n'est pas une vraie anguille. Corrigez l'étiquette pendant que vos nerfs encaissent la décharge. Son choc atteint 860 volts, la plus forte décharge bioélectrique jamais enregistrée chez un animal. 3 organes électriques empilent environ 6000 électrocytes, comme un mur de piles vivant sous les eaux troubles de l'Amazonie brésilienne. Vous plongez la main, le mur se déclenche, vous êtes le circuit. Les sacs à dos bleus explosifs de Neocapriterme taracua attrapaient ce qui ressemble à un simple grain de termite avec 2 minuscules sacs bleus sur le dos, et soudain, la forêt devient étrange. Sur le sol de la forêt tropicale de Guyane française, les vieux ouvriers de Neocapriterme taracua portent 2 réserves de cristaux bleus dans de petites poches dorsales. Des glandes spécialisées de leur abdomen fabriquent ces cristaux toute leur vie, comme le pire plan de retraite du monde. Puis une fourmi, ou vous, saisit l'ouvrier. Mauvaise idée. Le termite déchire sa propre enveloppe corporelle. Les cristaux bleus entrent en contact avec une sécrétion des glandes salivaires, la réaction en 2 temps s'active, et ce qui devait être une proie devient une colle toxique, visqueuse et tenace. Le termite ne survit pas à la rupture. L'assaillant reste englué dans cette substance empoisonnée, parfois immobilisé sur place. Dans le nid, les ouvriers les plus âgés portent les charges les plus lourdes, transformant le vieillissement lui-même en dernière arme de la colonie.